Allez, c'est ça qui m'a dit. Et ben voilà, c'est donc bienvenue à la table ronde des métiers dans le du jeu vidéo. Donc nous avons pour Youmtech Thibaut, nous avons pour Almedia Gilles, voilà ici, et pour la chronique du geek, donc Nishan, Nicolas et Pierre. Il y a Florent aussi. Et moi pour Youmtech. Florent, excuse-moi. Voilà, Florent. Voilà. Alors peut-être le mieux, c'est que chaque groupe là se présente un petit peu son domaine d'activité, puis voilà. Quel est le métier exactement? On va commencer par Youmtech. Yes. Du coup, Thibaut et moi, on a fondé donc, un studio de développement de jeux vidéo. On est sur notre premier jeu qui s'appelle Protocore, donc c'est un FPS. On est tous les deux co-gérants et on a de nombreuses casquettes, mais moi je gère notamment la programmation et les VFX. Voilà. Moi je suis plus sur tout ce qui est touché à la 3D, la direction artistique et le business développement, ce qui va être la gestion de projet, rechercher des fonds, tout ça. Vous êtes sur Strasbourg? On est sur Strasbourg, effectivement. On est dans la pépinière du PH8, place de l'hôpital, donc en plein centre de Strasbourg. Et voilà, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Ah oui, c'est ça. C'est intéressant, oui. Il faut préciser que c'est les seuls non santé à être dans une pépinière qui est normalement réservée à la santé. On n'est plus les seuls maintenant, Mais on était les premiers. On était les premiers. Le jeu vidéo, c'est pas la santé. Dans votre jeu, faut tuer les gens, non? C'est ça? Ah d'accord, On est en train de présenter les différents métiers qui sont présents là dans le jeu vidéo. Donc on a Youmtech vient de se présenter. Les initiales du Youmtech, c'est quoi en fait? C'est une initiale. C'est IT. Enfin comment ça? C'est des initiales. C'est pas des initiales. C'est quoi? C'est le nom. Ah, c'est un nom, pardon. Ouais. Bah, vas-y, Florent. Donc, Tech, c'est pour technologie, Yum, c'est l'univers scénaristique dans lequel tout va se passer. Ah, voilà, tous les jeux, ça. Vous avez déjà une cinématique univers? Ah non, c'est le premier truc qu'on a fait. Ah, le nom, c'est 5 ans. C'est le bon cable avant tout. C'est vrai que le nom, c'est important. Tous les spin-offs, se passer là-dedans. La phase 1. Très gros projet, ouais, c'est ça. On passe à Almedia ou ouais, on sûr, va rajouter quelque chose? Bah, alors, Almedia. Ouais, Almedia, alors c'est un peu différent, on n'est pas directement dans le jeu vidéo. On est dans ce qu'on appelle les serious games et alors on utilise les mêmes outils si on peut dire que les jeux vidéo, autant d'un point de vue de la conception et le développement, mais par contre on fait d'autres choses, des outils en fait pour la formation professionnelle, ou alors pour la communication, ou pour la promotion, ou pour plein de choses en fait tout sauf le divertissement pur justement qui est dans le domaine du jeu vidéo. Donc c'est un peu tout le reste de ce qu'on peut faire avec les outils des jeux vidéo en dehors du jeu vidéo. Donc Almedia. Donc c'est média, oui. Et Al, c'est... Alors Almedia en fait, il y a pas mal d'histoires qui sont justement par rapport à l'origine de ce nom. C'est Al, c'est Advanced Learning, ça peut aussi être Alsace Media, ça peut être All Media, tous les médias, ça peut être tellement de choses. Il est sur Strasbourg? Oui, on est sur Strasbourg, Strasbourg-Neudorf du coup. Neudorf. Voilà. Bon, on peut passer à la chronique du geek. Alors, la chronique du geek, c'est un média avant tout. On fait très rapidement un peu de journalisme. Alors par contre, dans notre équipe, donc, qui est composée de 13-14 personnes, personne n'a suivi de formation journalistique. On est tous des passionnés de jeux vidéo avant tout. Donc le projet existe depuis 3 ans actuellement. Il est issu d'une grosse soirée. On s'est dit tiens, on va tout un peu parler de jeux vidéo parce qu'on aime ça. Le recrutement s'est fait dans une école qui est Luce Academy où une partie justement des élèves a intégré donc l'équipe. Et à partir de là, donc, on a monté cette structure qui est donc la chronique du geek. On fait de la presse, on fait du média. Aujourd'hui, on a une émission de radio, plein de choses et on fait de l'événementiel. On fait tout dans le jeu vidéo. On crée pas encore de jeux vidéo, mais dans pas longtemps, on aura peut-être justement, on part en partenariat, on sait pas. Tout le monde sait ce que c'est un geek? Ou il faut expliquer? Alors le nom, en fait, alors si vraiment on veut vraiment parler de l'origine du truc, c'est que donc moi à la base je suis commercial
Et j'ai un pote qui bosse chez Radio RBS, qui a son morning le matin, qui m'a dit écoute, dans les grandes lignes, écoute, t'as une grande gueule, viens parler de jeux vidéo dans mon émission de matin. Je dis ouais, ok, pourquoi pas. Mais il faut trouver un nom. Bah, il me dit bah je sais pas, vu que c'est une chronique, bah viens, on l'appelle la chronique du geek. On n'est pas cherché très loin, nous. Hein. Et voilà, donc l'appellation de la chronique du geek, c'est ça. Et après, l'émission de radio aujourd'hui s'appelle Work Less Play More, qui veut dire travailler moins, jouer de plus, qui est un peu notre, je veux dire, notre philosophie. C'est un bon message pour la jeunesse. Ouais, complètement. Voilà. Ça nous va. Très bien. Ah, voilà, on a fait le tour. Alors, je ne sais pas, parmi les personnes présentes, est-ce qu'il y a, je sais pas, des questions, des choses, des précisions, je sais pas. J'ai juste une question pour vous, la communication. Vous dites que vous étiez commercial, ça veut dire que vous vivez maintenant. Ah non, je suis toujours, oui, bien sûr. Ouais. Je suis toujours. Pour l'instant, à 100%, et puis effectivement, après, à côté, on développe tout le reste, justement, en dehors de mes horaires de boulot. Non, malheureusement, enfin, j'aimerais bien en vivre, hein, c'est sûr, hein. Mais bon, pas encore. Lance un sujet, hein, sinon. Ouais, faudrait. Ça va. Un peu crevé. Il est chaud. Bah, vous existez, j'ai une question, vous existez depuis combien d'années ça fait depuis combien de temps Youtech, ça fait Ça fait 1 an. 1 an. Ouais. Voilà. Et donc, L'entreprise existe. le bilan au bout d'1 an, on va dire, progression, bonne progression. Et Ça va. donc, c'est intéressant de Là, on essaye de voir un tenir. petit peu. En Ouais. gros, on essaye de tenir, si tu veux, jusqu'à sortir notre premier jeu qui s'appelle Protocore. Un jeu de tir à la première personne dans un univers futuriste, tout ça, qui va envoyer du gros pâté. Et on espère pouvoir, en gros, rentabiliser son développement. Là, on est vraiment sur du financement à base de subventions publiques, d'apports personnels. Donc, on est sur tout ce qui est développement, production du jeu. On n'a pas encore les ventes. On n'a pas de chiffre d'affaires. C'est difficile. Et si des personnes étaient intéressées, éventuellement, Intéressé. pour venir travailler chez vous, bon, c'est peut-être pas encore trop tôt, peut-être, en bout Alors, d'1 an, mais est-ce alors, qu'il y a des gens qui peuvent vous contacter et puis, Oui, mais nous on accepte tous les genres de candidatures. En général, nous on est des passionnés à la base. On n'a pas fait d'études pour le jeu vidéo. On a un grand parcours d'autodidacte. Enfin, Florent a fait une licence, mais finalement, voilà. Plus à côté que. Voilà, il a appris beaucoup plus à côté qu'autre chose. Moi aussi, ça fait 5 ans qu'on développe des prototypes de jeux vidéo de notre côté, qu'on affûte nos compétences et tout ça. Donc on laisse aussi, c'est un peu notre philosophie, on essaie de laisser aussi la chance à tous ceux qui ont contact, à tous ceux qui ont quand même un profil intéressant, hein, parce que le but c'est de monter vraiment une équipe de professionnels. Et de se dire que même s'ils n'ont pas forcément un grand niveau d'études, mais qu'ils ont une grande motivation, qu'ils ont quelque chose à apporter au projet, à nos structures et tout ça, peut-être passer d'abord par un test, passer déjà nous voir pour discuter, ce genre de choses. On reste très ouvert, donc voilà, s'il y a des gens, ils n'hésitent pas à nous envoyer des candidatures et puis à juste venir nous parler en fait. C'est aussi parfois bien de juste dialoguer. donc, pour vous contacter, Alors quoi le mieux c'est contact@yumtech.com. Voilà. Ou sur Facebook en général. Voilà, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Les campagnes. Donc les réseaux sociaux. Ok, donc c'est peut-être plus simple. Donc, voilà. On a une chaîne YouTube aussi. On est aussi sur YouTube. Et vous êtes combien pour l'instant? On est une dizaine de personnes. Là, on va augmenter notre objectif bientôt. Ça dépend en fait des financements. On a une deuxième vague de financement qui arrive. Et en fonction des financements qu'on arrive à débloquer, on va être entre 10 et 12 personnes. Donc, le plus gros studio de développement de jeux à Strasbourg. On est passé à le média. On n'a toujours pas de Calme-toi. Oh non, quoi. Ah, qu'on va voir combien de Nous, on est la fast startup. Tu vois. C'est le concept au-dessus de la startup. Almedia, vous existez depuis Depuis 9 ans. 9 ans. Et nous avons un D'accord. chiffre d'affaires. Oh, ça va. Non, on a aussi eu beaucoup de subs pour lancer, c'est sûr. Non, c'est vraiment c'est au début. On a commencé il y a 9 ans, du coup. On était rattaché en fait à l'université de Strasbourg pour un projet justement qui mélangeait jeux vidéo et apprentissage du français langue étrangère. Et après, du coup, on s'est professionnalisé, si on peut dire, parce qu'au début, on était juste autour d'un projet. Donc après, il fallait créer la boîte autour de tout ça.
pour pouvoir justement gagner de l'argent au jour le jour. Et on a choisi de faire du serious game, vraiment de se centrer sur ça, grâce à notre expérience. En fait, quand on avait commencé en 2009, notre premier projet pour l'apprentissage des langues, le terme était encore très peu connu en France. Il est un peu plus connu aux États-Unis, parce qu'il y a des exemples un peu de serious game de grande ampleur. On pense par exemple à America's Army, qui est un jeu utilisé justement par l'armée américaine pour pouvoir faire de l'entraînement justement du coup, et en même temps tout ce côté publicitaire un peu pour enrôler les jeunes dans l'armée justement. C'est un peu plus de moins avec l'armée américaine de ce côté-là. Mais en France, c'est beaucoup plus restreint justement le domaine du serious game à cette époque-là, en 2009. Et nous, on a choisi vraiment de s'orienter vers ça, puisqu'il y avait un véritable marché. On avait déjà certaines compétences de développement justement de ce qu'on a appris avec le premier projet. Et on a choisi notamment de cibler le domaine de la formation professionnelle, où il y a beaucoup de choses à faire justement. Où on a de plus en plus des gens qui sont réceptifs justement. C'était moins le cas il y a 9 ans, mais du coup il y a de plus en plus d'interlocuteurs qui maintenant en face de nous sont des gens de notre génération, de la génération d'avant, et qui ont déjà joué aux jeux vidéo, qui connaissent les codes des jeux vidéo, qui considèrent ça, pas qui le regardent un peu d'un œil un peu méfiant. Donc c'est un choix effectivement qui a été très intéressant pour pouvoir développer les outils de formation qu'on fait actuellement. Donc, en termes d'avenir, là, donc si jamais. En termes d'avenir, comment vous voyez un petit peu la suite? Agrandir encore l'entreprise, mais peu à peu vraiment. On est vraiment sur le fait, on recrute pas du tout. Enfin, on a des besoins vraiment, vu qu'on est plutôt en mode prestataire. On n'a pas des besoins justement à un moment donné sur un gros projet. Ça nous arrive à avoir des très gros projets comme ça sur lesquels d'un coup l'équipe elle passait de 4 à 8. Ouf. Mais c'était vraiment sur un bon projet précis à un moment. C'est pas tout le temps. On va dire que la core team de base d'un point de vue salarié, c'est 4 personnes, maximum 3 personnes, on va dire, actuellement. 3 personnes, 3 et demi. Et je diminue pas peu. Du coup, à côté quand même, il y a pas mal. Ce qui est assez important, c'est que du coup, nous, vu qu'on est plutôt en mode prestataire, on fait pas un jeu vidéo comme ça pour en parler, on vraiment développe un outil. C'est qu'on a pas mal de prestataires justement réguliers qui bossent avec nous, donc dans différents domaines. Ils sont plutôt dans la production de contenu, de production visuelle, donc par exemple tout ce qui est dans le domaine de la production d'éléments 2D, d'illustration, éléments 3D aussi, de choses pour le son, pour la vidéo, donc le visuel du coup. Donc pas mal, tout ce qui est la production de contenu, justement, vu que on est en mode prestation et qu'on est un peu en mode création sur mesure en partie, on adapte les gens qui travaillent justement du côté production. Voilà, c'est des personnes plutôt en sous-traitance. On travaille avec un pool d'artistes là-dedans. Vous contactez alors, quel est le meilleur moyen? Aussi le Facebook, site web, je dirais. Vous Le avez site, vous avez un Facebook site. aussi, j'avoue que je suis un peu pas si rapide que ça sur Facebook, mais surtout Vous avez le un site web, donc, almedia.fr, Almedia. qui d'ailleurs détaille aussi tout ce qu'on a fait Très bien. au fil des 8-9 dernières années, avec toutes les réalisations. Et qu'il y a des liens en général. La plupart des choses qu'on fait, du coup, vu que c'est pour des clients, c'est gratuit, pour accéder gratuitement, donc il y a les liens vers ce qu'on fait en ligne sur le site. Merci beaucoup. Question, Oui, vous avez question. parlé de mentalité au moment où vous avez attaqué. Est-ce que depuis ça a énormément évolué? Est-ce que maintenant c'est mieux vu qu'on voit à fond que l'e-sport depuis quelques temps monte à fond, donc la mentalité a-t-elle évolué à ce moment-là? Ça a beaucoup changé. C'est quand on avait commencé vraiment avec notre premier projet apprentissage du français à l'étranger, je me souviens justement de conférences comme ça, où on me demandait, enfin la première question toujours c'était: est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut apprendre avec le jeu ou faire quelque chose de sérieux avec le jeu? C'était vraiment la question qui revenait tout le temps. Donc ça, c'était en 2009. Clairement, il y a eu des changements. Maintenant, vraiment, enfin, il n'y a pas de souci. Les gens, ils savent très bien. Enfin, ils ont vu aux infos, les trucs comme ça, les simulations, les causalités virtuelles. Selon moi, ce qui a vraiment changé le fait que tout le monde, même les personnes qui sont en général, enfin, public, qui n'ont pas grandi avec le jeu vidéo, peut-être les personnes un peu plus âgées, justement, qui n'ont pas grandi comme nous avec une manette dans la main, ce qui a changé leur vision, c'est le téléphone, le smartphone en fait. Parce que le smartphone notamment est considéré maintenant pas mal, enfin c'est quelque chose, c'est un téléphone quand même avec des applications, mais ça sert aussi quand même de jeu. Ouais. On a tous, lorsqu'on achète un téléphone de base, des jeux qui sont préinstallés, même les gens qui ne jouent pas, voilà, ils sont sensibles, ils le voient si on peut dire dedans. Et le fait que maintenant, quasiment tout le monde en fait se balade avec une console de jeu potentielle justement dans sa poche, ça a beaucoup changé le regard, si on peut dire, que les gens ont par rapport au jeu. Avant, on avait presque encore cette image un peu du jeu, voilà, qui était face à la télé, face à l'ordinateur, l'adolescent boutonneux, voilà, qui joue. Le gros cliché, on va dire, triste. Mais c'est pas comme ça. C'était déjà pas comme ça en 2009, mais des gens avaient beaucoup des images comme ça.
Et du coup, maintenant, ça a quand même bien volé en éclat, quoi. Maintenant, si quelqu'un vous dit ça, enfin, clairement, il paraîtrait trop grave, quoi. Enfin, faut déconner, quoi. Déjà à l'époque, il le paraissait, mais alors là, maintenant, 2018. Hein. Oui, puis c'est tous les âges. Hein. Ouais, exactement, ça touche vraiment tout le monde. La moyenne d'âge de jeux vidéo, je crois, c'est 34 ou 35, quelque chose comme ça, en global. Oui, c'est bon. On est en plein dedans. Dans la moyenne, c'est bon. Bien, merci. La chronique du geek, alors. Vous existez depuis combien de Alors, temps? Techniquement, 3 ans. Après, le projet, il est dans ma tête depuis très très longtemps. Parce que j'ai toujours habité Strasbourg, j'ai toujours fait du jeu vidéo à Strasbourg. Et c'est vrai que le gros problème, c'est que tout seul, on peut pas forcément faire grand-chose. Et le but, c'était ça, c'est donc de monter une équipe de gens passionnés par le jeu vidéo. Et ils peuvent en témoigner, hein, je leur ai jamais promis qu'on allait faire mondes et merveilles dans le jeu vidéo. Par contre, on est présent chez nous, à Strasbourg, on va faire des choses à Strasbourg. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on arrive à faire, donc voilà. Nous aussi, on a un bilan très positif, on a de l'argent à la banque. Ouais. Donc, Voilà. Les cotisations servent à ça, donc on est aussi positif, donc voilà, on s'en sort bien pour l'instant, sans problème. Vous avez des projets peut-être déjà pour les années suivantes? Déjà, Ben, pour la prochaine? alors des projets, il y en a toujours, hein, c'est juste, les projets arrivent toujours quand on se voit en équipe et qu'on discute, on a toujours plein de choses qu'on a envie de réaliser à Strasbourg. On se balade souvent, enfin je sais que j'adore faire plein de villes dans toute la France pour voir un peu comment se développe justement le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un très très gros potentiel qui n'est pas encore vraiment exploité à Strasbourg. Pourtant, il y a énormément de gens aujourd'hui qui arrivent à faire vivre le JV de notre ville. Mais je sais très bien qu'on peut faire beaucoup plus. Il y a un potentiel qui est ici, dans le Grand Est. Je ne vais pas viser que Strasbourg, qu'il faut développer. Et je pense que là, aujourd'hui, on arrive à récupérer un peu tous les acteurs. De la preuve, aujourd'hui, à l'ARES, on a réuni énormément d'associations strasbourgeoises qui ont un peu chacun leur culture JV ou leur passion du JV ou ce qu'ils savent faire. On arrive à les réunir aujourd'hui dans une seule salle qui est à l'ARES pour faire partager un peu cet image du JV. Donc, on est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, on est à 10% de la capacité de ce qu'on peut faire dans toute une ville. Et il y en a qui ne se sont jamais rencontrés encore depuis, à partir d'aujourd'hui là? Bah nous, je pense que nous on connaît déjà, nous en tant que médias, on se connaît tous déjà. Enfin, nous on connaît tout le monde. Mais après, effectivement, Yumtech, on les a reçus dans notre émission de radio. On a l'équipe de Ring Out qu'on connaît aussi parce qu'on fait du versus fighting ensemble. On a déjà eu plein de collaborations avec eux. Almedia, Gilles Almedia, une émission sur 3, il est là. Donc on se connaît un peu tous dans ce milieu-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force. Mais clairement, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de bosser justement chacun de notre côté. Si on arrive à je sais pas tous dire à se tenir la main, mais pas loin, on arrive à vraiment monter une vraie force dans cette ville et on va faire des choses bien. Je donne pas de date parce qu'on ne sait pas, mais on va le faire. Et aujourd'hui, on est tous... Ce genre d'événement peut permettre aussi. Mais complètement, on est là tous, justement, on est là pour rencontrer encore du monde et puis leur dire qu'à Strasbourg, il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer dans le jeu vidéo. Et si les gens veulent se lancer dans un projet, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on en parle partout. Vous avez justement parlé de d'e-sport à l'époque. Moi, le mot e-sport, ça fait... on l'entend depuis 3-4 ans. Ouais. Moi, ce mot-là, j'utilise depuis un peu plus de 15 ans. Voilà, voilà, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est enfin médiatisé. On en parle, on sait qu'il y a des métiers qui peuvent aboutir dans l'e-sport. Il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce aux jeux vidéo et qui savent, qui jouent et qui sont payés pour ça. Donc ça, c'est beau. Donc c'est énormément de choses qu'on peut faire, et voilà. Je sais pas si j'ai un peu parlé de tout et n'importe quoi, mais... Non, c'est bien. Voilà, merci. Pour vous contacter, le mieux, c'est quoi? Alors, il y a plein de choses. Ah ouais, il y a plein de choses. Alors, mon téléphone, sinon. Non, sinon après il y a la page Facebook, donc la chronique du geek, tout simplement, le site web, Instagram, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux. Le site c'est la chronique du geek. www.lachroniquedugeek.fr, tout simplement. Et la chronique du geek, elle représente que l'Alsace. Enfin, où elle est un peu dispatchée partout. Non, pour l'instant, on reste que sur l'Alsace, on n'a pas d'envoyé spécial. Il y a d'autres sociétés, entreprises, startups qui font comme vous. Ah oui, dans toute la France, il y a toujours des gens qui se lèvent un matin, qui se disent tiens, on a un projet, on va faire un média.
Aujourd'hui, avec l'avancée du web, n'importe qui peut créer une page. On en connaît plein, on a plein de potes qui sont sur Mulhouse, qui sont même dans d'autres villes de France, sur Paris, notamment Paris, qui ont leur blog, qui ont leur page Facebook, qui ont et qui communiquent comme ça sur les jeux vidéo. Après, nous, on reste ici parce qu'on est tous basés sur Strasbourg et aux alentours. Se développer, j'ai pas envie de dire on va pas le faire, mais pour l'instant, on est bien chez nous. Tant qu'on n'a pas réussi à faire grandir le jeu vidéo à Strasbourg, on reste chez nous, quoi. Ouais, clairement. C'est intéressant aussi. Après, oui, c'est vrai, quand on regarde de temps en temps sur les stats de notre site, on voit qu'il y a plein de gens qui se connectent autre part que sur Strasbourg. Être 95% sur Strasbourg, peut-être un peu moins, mais on voit effectivement plein de potes qui sont un peu dans toute la France, même dans le monde, qui de temps en temps lancent un ping en disant tiens, on va aller voir ce qui se passe chez nous, quoi. Donc c'est cool. C'est quoi à peu près la taille de l'audience, justement, moyenne, on va dire? Entre 1 et 100 000. Plus précis, je peux pas faire. Non, honnêtement, je sais pas. Je m'attarde pas trop, en fait. En fait, si tu veux, à la base, ça reste plus la réunion de potes, parler de jeux vidéo. Bien sûr. Après, si on arrive à donner cette envie aux gens par le site internet, en donnant des news, des tests de jeux, c'est hyper important. On va aussi lancer de la vidéo parce qu'on voit qu'aujourd'hui la vidéo c'est vraiment c'est primordial pour le média. Nous on est plus des potes à la rigueur, enfin on discute, j'y vais et puis après La radio c'est vraiment ça quoi. Ouais, la radio c'est ça, notre émission la micro et bien on vu. discute quoi. Ouais. Moi mon émission c'est simple aujourd'hui, je le dis ouvertement, je ne la prépare pas parce que je s'assois. Merci, bah ouais. Mais clairement, oui, ça s'entend. Mais parce que je sais que en fait pendant 2 heures, je vais parler avec mes potes. Sur une onde hertzienne, donc on n'est pas sur une web radio, on est sur une vraie radio locale, hein. C'est pas une radio RBS, c'est une vraie radio locale sur le 91.9. Aujourd'hui, on sait qu'on est écouté, on est écouté, donc. Mais par contre, ils entendent effectivement plein de potes discuter jeux vidéo. À peu près correctement. Correct, oui, à peu près. On essaye d'être pro de temps en temps, mais je pense que c'est ce qu'il faut, hein, justement. Enfin, si c'est pour faire juste un podcast d'actualité, voilà, sans vie, enfin, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, c'est la on personnalité des gens. Moi, je pense que dans la convivialité, à mon avis, c'est justement le truc prédominant dans le jeu vidéo. On est entre potes, on reste dans le ludique, même dans les échanges. On parle de jeux vidéo quand même. Hein. Ouais, voilà. c'est ça, quoi. C'est au courant. Faut se C'est au détendre. courant des activités et tout. Ah oui. Bah oui, parce que. Préparer le truc. Enfin, lui il ne prépare pas, nous on prépare un peu. Moi je prépare pas. On arrive avec 2-3 news quand même, et on sait de quoi on va à peu près parler quoi. Après les news, de toute façon comme dit, on les suit quotidiennement. Ouais, voilà, C'est on ça. les suit tout. Voilà, Donc on sait de quoi on va reçoit. parler le vendredi, et puis on rebondit sur ce que dit. On reçoit aussi les communiqués de presse des éditeurs en avant-première en disant attention ce soir on va balancer la news, il va se passer ça. Donc on reçoit tout en avance, ça nous permet dans un premier temps d'écrire l'article si on a le timing. Et après quand on a l'émission de radio, on sait qu'on va pouvoir rebondir dessus. Et de temps en temps on part même sur des débats par rapport à une news qui a été balancée dans la journée. Mais c'est vrai qu'on reste toujours à l'affût de chaque news, tout ce qui se passe dans l'actu. On est obligé d'être là, enfin on est obligé d'être présent et de regarder tout ce qui se passe. L'émission elle est quand exactement? Alors il y a une partie chronique le mercredi matin à 7h45 D'accord, mercredi. qui dure grosso modo un peu moins d'un quart, il y a un quart d'heure. Et ensuite 7h45, 8h. Exactement. Et ensuite l'émission c'est le vendredi soir de 20h à 22h. 22h, c'est important. Merci. Donc oui, il y a deux moments dans la semaine. Voilà. Le mercredi matin, vous allez sur place? À chaque fois, les deux. Donc le mercredi matin j'y vais seul parce que c'est dans le morning et le vendredi soir on a une partie de l'équipe qui se réunit donc de 20h à 22h, mais c'est toujours du direct à chaque fois. Ah oui. C'est plus drôle comme ça. Bah oui. C'est ça. Comme ça. Ouais, c'est tout ça, ouais. Quand tout le monde écoute, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder, par exemple, ou discuter? Ouais. Aujourd'hui, dans la demande en jeux vidéo et tout, est-ce que les jeux qui sont basés plus sur l'apprentissage, est-ce qu'ils ont quand même une part de marché ou ça fonctionne pas? Enfin, ça va être plus les Call of, les Battle Royale surtout en ce moment. Est-ce que ça a quand même, Alors, les jeux basés sur l'apprentissage, type par exemple ceux nous on développe les Serious Games, c'est vraiment des choses qui sont destinées par exemple à la formation.
Je dirais plutôt c'est dans un cadre vraiment d'entreprise. Ouais, c'est très professionnel. Après, tu peux aussi avoir des jeux d'apprentissage comme ça, qui permettent d'apprendre des notions qui sont plus grand public. Si par exemple tu prends le jeu vidéo Assassin's Creed, comme ça par exemple ils ont fait un parcours spécial il n'y a pas longtemps, qui est un parcours historique, là, je sais plus comment ça s'appelle, version éducation, quelque chose comme ça. Et tu peux en fait directement avoir, enfin quand tu te balades dans l'univers de jeu, tu as des pastilles justement textuelles qui t'expliquent quels sont les points justement, comment est-ce que je sais pas ils cultivaient à l'époque, des trucs comme ça, ou comment est-ce qu'ils construisaient les pyramides. Et donc du coup, tu as vraiment un apport, si on peut dire, en plus du jeu. Tu es plus dans l'apprentissage. Maintenant, c'est quelque chose vraiment quand même qui font dans l'optique de, je pense, de pouvoir, enfin quand même proposer Assassin's Creed dans les écoles directement. C'est dans ce but-là. Des jeux d'apprentissage, en fait, du coup, tu peux apprendre des choses avec des jeux, mais le jeu quand même est toujours construit autour, si c'est un jeu, hein, bah, justement autour du divertissement, tu vois. Le fait de proposer un challenge aux joueurs. Moi j'étais à fond sur PC, sur Ajibo par exemple. C'est un jeu, je sais que moi, mes camarades de classe l'avaient, enfin, c'est quelque chose que, après c'était les seuls jeux auxquels on pouvait jouer, mais... Bah oui. Mais ces jeux-là, ils ont disparu, enfin, ils ont... Bah, c'est peut-être lié au marché, tu vois, c'est l'évolution en fait. À l'époque, Adi, c'est peut-être, je sais pas si toi-même, tu vois, t'es allé en magasin directement l'acheter ou si quelqu'un peut-être te l'a offert, tu vois. C'est ça. C'est souvent, il y a ce côté-là, en plus c'était encore l'époque du CD, tu vois, on offrait un truc comme ça. Si t'avais le choix entre Adi et, je sais pas, un Assassin's Creed de l'époque, si on peut dire... tu vois, c'est... Après, Adi était pas mal, j'ai pas envie de dire du mal d'Adi, hein. Franchement, j'ai joué à Adi, du coup, le tout premier. Ouais, quand même, enfin, par rapport en termes de divertissement, quand c'est ce que tu cherches, par rapport à un vrai jeu vidéo qui est vraiment fait pour divertir, à part quelqu'un avec un game designer voilà, qui pense le truc pour que tu t'amuses, ça fait pas le poids, quoi. C'est, notamment de nos jours, voilà, quand t'as le choix, voilà, quand maintenant, enfin, il y a moins cette logique encore du CD à aller chercher en magasin. Quand tu peux accéder justement à du démat comme ça, voilà, enfin acheter des jeux en ligne assez facilement, du dématérialisé, pardon, démat. Bah c'est du coup tu peux plus facilement aller vers des jeux qui sont plus divertissants comme ça, plus effectivement qui ciblent le divertissement. Je pense que c'est vraiment aussi une question de accès du jeu vidéo à la jeunesse. C'est-à-dire qu'à l'époque, justement, on t'offrait, c'est les parents, en général les parents qui t'offraient un jeu, quoi. Donc ils contrôlaient un peu ce à quoi tu jouais. Aujourd'hui, je pense que les gamins demandent à leurs parents, à la limite, ils piquent les cartes bleues ou des trucs comme ça, et vont directement ou jouent à des free-to-play justement. Sur Fortnite, je pense qu'il y a plein de gamins, j'ai des expériences de gens qui travaillent dans des écoles primaires où tu as des gamins de 10 piges qui jouent à Fortnite, ou moins. Et du coup, en fait, il y a vraiment des... En gros, le public jeune maintenant peut sélectionner lui-même ce à quoi il veut jouer. Ce qui n'est pas le cas avant. Donc, du coup, des jeux spécialisés pour la jeunesse comme Adibou, je pense que ça a tendance maintenant vraiment à péricliter. Même si je pense qu'il y en a il y en a encore, mais sur tablette plutôt, ce genre de choses. Oui, c'est ça, ouais. C'est un marché bien particulier. Justement, peut-être sur smartphone aussi, des trucs comme ça. Ouais, et c'est plutôt, je pense, pour la jeune génération très jeune. Ouais, c'est les 5 ans. Vraiment, lorsque tu mets c'est Fortnite. C'est pas des tablettes spécialisées. Non, c'est... Non, il y a effectivement ce format-là qu'on peut encore effectivement acheter en version Adibou uniquement. Mais après, sinon, les applications existent. Il y en a plein qui créneau. Je connais pas Fortnite. Je suis enseignant, alors ça m'intéresse. C'est quoi ton nom de nouveau ? Marc, ok. Donc Fortnite, en gros, là c'est vraiment le dernier buzz vidéoludique qui est assez incroyable. Il y a un jeu qui tourne autour du Battle Royale, qui est un mode de jeu, en gros, t'es lâché sur une grande map, t'as plein de joueurs, une centaine, et ils doivent tous s'éliminer les uns les autres à l'aide d'armes, des trucs comme ça, pour qu'il n'y en ait plus qu'un qui survive. Et du coup, tu vas être lâché sur cette map, tu vas devoir trouver des armes, du loot et tout. Et tu peux aussi, dans Fortnite, construire des trucs. C'est un peu buggé, mais... Il y a la construction. Ouais, il y a la reconstruction. La reconstruction et tout ça. Et du coup, t'as un système un peu de building, de trucs. Et en ce moment, en fait, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est un des premiers jeux, je pense, qui buzz sur presque tous les genres de public. C'est un truc qui est assez incroyable. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais l'événement Fortnite, et l'événement aussi qui a précédé, qui était PUBG, qui est un jeu qui est un peu plus, on va dire, hardcore, qui est un peu plus réaliste, effectivement, qui a déjà énormément buzzé sur PC, mais Fortnite est encore en train de buzzer encore plus, parce qu'en plus Fortnite est gratuit. Je pense que c'est ça. Et il est aussi c'est ce qui fait tout le jeu. C'est ça. Aujourd'hui, un jeu Fortnite, tu l'achètes à 60 € comme le prix d'un jeu classique. Même 20, il marche pas. Même 20 €. Il ne marcherait pas.
C'est ça. Et Enfin, du coup, aujourd'hui, ça dépend de la c'est ce qui campagne permet de aussi com, à hein. tous les jeunes, Oui. aussi, je pense, à toute Oui. cette portion de, on va dire, même en fait 12-25 ou même 12-20 ans, quoi. Enfin, vraiment des têtes assez jeunes, quoi, de pouvoir accéder facilement à ce jeu-là. En as, dès qu'il y a un copain qui joue à Fortnite, il y a un autre qui va venir, parce que c'est un jeu multijoueur en plus, donc il y a un peu le phénomène d'entropie sociale, quoi. Tu retrouves tes potes sur Fortnite, tu joues avec eux, tu partages des moments un peu convivial et tout ça. Donc c'est ça qui participe au buzz. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un cas qui, je pense, qui marque un peu une évolution de l'ère du jeu vidéo avec justement une sorte de tous les genres de publics sont touchés, quoi. Il y a des casual, il y a du hardcore gamer sur Fortnite. Ça, c'est les différents types, les différentes catégories de joueurs, si tu veux. Casual, c'est quelqu'un qui joue finalement assez peu juste pour s'amuser, qui est pas très bon. Généralement, ça va être un public assez jeune ou plutôt assez vieux, pas très expérimenté. Par contre, le hardcore gamer, c'est quelqu'un qui va aller vraiment plonger les mains dans le conduit, essayer de maîtriser le jeu, qui va chercher la performance, qui va aussi beaucoup jouer, la performance ou l'immersion, ça dépend, qui va aussi jouer vraiment beaucoup d'heures dans une semaine. Du coup, c'est un grand consommateur et je pense que Fortnite, c'est un des premiers qui arrive à concentrer les deux types complètement opposés de public. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il buzz. Je pense. Après, si vous voulez rebondir dessus, c'est... Non, mais ça se tient, mais après, comme dit, voilà, c'est un jeu qui ne demande pas une grosse configuration déjà pour commencer. C'est-à-dire que le PC familial aujourd'hui peut accueillir Et toutes les Fortnite. ça tourne sur quasiment toutes les consoles. Voilà. Donc vraiment, c'est sur vraiment. les tablettes, sur les téléphones. Et surtout, aussi. encore une fois, il est gratuit. C'est ça. Il est gratuit, mais je veux revenir quand même sur l'effet que, par exemple, League of Legends Était avait gratuit. quand même été gratuit, a eu quand même un record d'utilisation assez ouf à l'époque. Et pareil, il y avait du hardcore, il y avait du casual. Fortnite, c'est en train de complètement pulvériser le record de League of Legends. Du coup, je trouve que c'est un élément qui est vraiment intéressant à étudier pour comprendre un peu l'évolution du marché du jeu vidéo. Parce qu'il y a une évolution en ce moment. Pour moi, il y a peut-être quelque chose aussi qui plombait peut-être League of Legends par rapport à l'adoption, notamment du côté casual. C'est même s'il était gratuit, en fait, si tu es dans une équipe de 5 et que tu commençais League of Legends et que tu faisais le moindre pas de travers, franchement, il fallait être avec des gens que tu connaissais pour pas te prendre des insultes dans la gueule. Alors que là, tu peux jouer à plusieurs, tu peux jouer tout seul, tu peux jouer très vite, c'est des parties très rapides, tu peux jouer en 15 minutes, tu peux jouer en 5 minutes, tu peux enchaîner les parties un peu comme... C'est du random total aussi. Oui, c'est du random total. Et ce qui est fou, en plus, ce que je trouve, enfin, en tant que beaucoup de développeurs de jeux, on en a discuté avec Florent, c'est que Fortnite est même pas maîtrisé sur l'aspect game design. C'est-à-dire qu'il y a plein de gameplay émergents. Donc ça, c'est du gameplay qui n'est pas voulu par les développeurs, mais qui ont été trouvés. Gameplay, c'est des mécaniques de jeu. C'est des trucs dans le jeu, c'est la façon de jouer. Et du coup, il y a plein du coup, le gameplay émergent, c'est des mécaniques qui ont été trouvées par les joueurs et qui ont été aussi créées par les joueurs plutôt que voulues par les développeurs. Et du coup, les développeurs, en fait, finalement, ils ont livré un jeu Battle Royale qui est quand même maîtrisé techniquement, mais au game design assez limité. Et c'est ouf comment la communauté de joueurs se l'est appropriée, notamment au niveau de l'e-sport, a commencé à maîtriser le système de building d'une façon, du coup, le fait de construire des trucs, d'une façon à rendre le jeu sur un tout autre niveau. C'est-à-dire que quand tu vois une partie de débutant et une partie d'un niveau e-sport, c'est complètement incroyable. En fait, la différence de compétences, de skill cap. Ouais, c'est ça la différence de compétences, je sais pas, de mécanique utilisée et tout ça, qu'il y a entre les deux. Et c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans un autre jeu, quoi. J'ai envie de te dire quand même dans tous les jeux e-sport. Hein. Enfin... Oui, tous les jeux e-sport, c'est vrai, mais en général, ce qui est marrant, c'est que, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas autant de gameplay émergent. C'est-à-dire que tous les jeux e-sport, souvent, c'est quand même des mécaniques qui sont voulues, qui ont été travaillées pour ça. Tu vois, Overwatch en général, tu vois, c'est très maîtrisé. Je pense aux jeux de combat aussi, Street Fighter, tout ça, c'est très maîtrisé. Ah, on en parle. Après, il y a c'est pas le bon exemple. Après, t'as des joueurs justement qui vont trouver des choses qui vont faire évoluer le gameplay, qui vont trouver un peu pas des failles, mais des choses auxquelles les développeurs n'avaient pas pensé. Du coup, t'as le jeu qui évolue. Mais c'est pas autant que, franchement, Fortnite, c'est ouf, quoi. Les gens se sont dit, ah ok, on peut construire des murs, on peut construire des trucs. Ah ben, on va commencer à faire des techniques de ouf. En 3 secondes, le mec, il te construit une forteresse, quoi. T'as rien vu. C'est assez incroyable. Je suis un très grand joueur de Fortnite aussi. Et j'ai suivi depuis le début, donc l'évolution. Et moi, ce qui m'a attiré aussi, c'est ce design-là, moins sérieux.
pas comme PUBG où il faut tout de suite rentrer dans le truc parce qu'il faut faire attention dans le détail. Fortnite, il y avait vachement, enfin, C'est accessible. c'était beaucoup plus libre. Déjà, en plus, on n'a même pas besoin de payer le PSN quand moi je suis sur PS4. Juste accès à la Wi-Fi, c'est bon, on peut jouer sur le jeu. Il n'y a pas besoin de débourser aussi des sommes astronomiques. Par contre, là où ils ont fait fort, c'est dans les skins. Dans les skins du jeu et tout, là par contre, les gens, mais c'est hallucinant. Et puis il y a aussi le média, on parlait de League of Legends au tout début, il n'y avait pas cet apport que Twitch amène maintenant par rapport à, Ça a commencé en fait. à Fortnite. C'est hallucinant, puis maintenant les gens ils peuvent faire des dons, c'est juste hallucinant la montée que ça a eu en 2-3 ans. Quoi. Et c'est ça aussi qui est plaisant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a aussi l'accès où, certes c'est un Battle Royale, mais on a les constructions, on n'est pas pris au dépourvu si on est assez doué dans ce qu'on va faire. Donc c'est ça aussi, il y a aussi la technique. Moi c'est un jeu où j'adore jouer avec des potes, parce que on peut s'amuser, on se prend jamais au sérieux là-dessus, parce qu'ils vont vachement loin aussi. Il va y avoir tout ce qui va avec les équipements et tout. Ils arrivent à développer aussi le fait où ils mettent en place des choses qui vont, des modes de jeu qui vont être temporaires. Donc du coup, ça va renouveler à chaque fois. Donc du coup, les joueurs, ils se lassent pas. C'est pas comme PUBG où pour l'instant, et H1Z1, pour l'instant, c'est juste vraiment du Battle Royale où il n'y a pas de mode temporaire comme Fortnite peut l'apporter. C'est ça aussi qui est assez... Fortnite a l'avantage d'être très dynamique, en fait, très réactif sur sa communauté. Et surtout ça, quoi. Une ampleur de c'est juste incroyable. Tous ces changements, toutes ces nouveautés, vous arrivez à suivre vraiment Est-ce qu'on a le choix? Non mais c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? L'informatique, on dit toujours, ça change très vite et puis il faut vraiment... de toute façon, dans le milieu du JV aujourd'hui, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer avec son temps. Ça va. Non, mais encore une fois, j'en ai pas être, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On n'a pas le choix, mais bon, quand même, je sais pas, ça a toujours été un plaisir. Moi, je le voyais encore à l'époque, quand on n'avait pas de la nouveauté de l'actualité en direct, c'était les magazines, c'est les trucs comme ça. Encore. Il y a les magazines. Après, c'est devenu les sites spécialisés. Maintenant, c'est directement les flux Twitter, les trucs comme ça. C'est quelque chose de normal, quoi. On a envie de savoir. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, il y a toujours... on s'habitue à des jeux, et puis on a l'habitude de jouer à certains jeux, etc. Et puis tout de suite, pof, il y a quelque chose de nouveau. Il faut se mettre à la page, quoi. Ouais, et puis si vraiment le jeu nous intéresse, on sait très bien qu'on arrive à mettre une coupure à l'autre jeu et puis recommencer à zéro sur le nouveau. Mais ça, c'est l'instinct du joueur. Oui, toujours la nouveauté. S'adapter, et puis c'est ça. Éventuellement, peut-être revenir aussi. Je vois qu'aujourd'hui, il y a aussi des jeux plus anciens qui sont présents. Et on y joue toujours. Et on y joue toujours. Et on aime encore jouer. Mais c'est sûr que dans le domaine professionnel, on est obligé d'être toujours au courant. Après, il y a toujours à l'affût, tout ça. L'importance de rester au courant et aussi l'importance de prévoir. Vraiment d'être aussi dans la prédiction, dans essayer de dégager en fait où va aller le courant. Par exemple, pour l'exemple de Fortnite, si tu es développeur de jeu et que tu te dis ça y est, il y a un filon dans le Battle Royale, si tu es un peu lucide, tu sais que ça va être comme toutes les modes et d'ici que tu sortes un jeu Battle Royale, ça va retomber et les gens auront ils seront déjà passés à autre chose en fait. C'est ça. Et du coup, par contre, là, tu vas avoir plein quand même de développeurs, ou même de gros studios, qui tout d'un coup vont rajouter le mode Battle Royale dans le cahier des charges. Il y a quand même Call of Duty, Battlefield, qui vont rajouter un mode Battle Royale, alors que, c'est vraiment un phénomène de mode. Il y a un projet français d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, qui mise sur le Battle Royale va perdurer et tout ça. Là, pour le coup, je leur souhaite bon courage, ça se trouve c'est des visionnaires, je sais pas, tu vois. Mais d'où l'importance de prévoir. C'est un phénomène de mode. Dans l'anticipation. Mais c'est là où c'est drôle avec Fortnite, parce qu'à la base c'était justement un jeu de construction et de survie dans un milieu zombie. Oui. Et il est sorti en 2017, donc au moment où ça ne marchait plus, et ils ont réussi à rebondir sur la vague Battle Royale en fait. Donc vraiment ils ont réussi à prendre juste le bon pli au bon moment, parce que sinon en fait ils se voteraient totalement et le jeu, on n'en parlait plus aujourd'hui en fait. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est très fort. Ce qui est aussi marrant et
ça fait tout un espèce de shitstorm, enfin genre de trucs un peu, drama. un peu chiants, de drama autour du coup de PUBG, les créateurs de PUBG en fait qui développent leur jeu en utilisant le moteur Unreal Engine. Il y a un moteur de jeu, pour développer un jeu tu es obligé d'avoir un moteur de jeu, c'est la technologie principale. Unreal Engine est développé par Epic, détenu par Epic Games qui est une entreprise qui a développé Fortnite. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc en fait, si tu veux, il y a eu tout un shitstorm autour de PUBG qui s'est plaint que Epic Games ont développé des fonctionnalités spécialement pour leur jeu et ensuite les ont réutilisées dans Fortnite pour pouvoir accélérer le développement. Ce qui est en partie vrai, mais ce qui ne change pas au fait que c'est pas grave, quoi. C'est le but du truc, mais c'est ça aussi, je pense que c'est ce qui a permis en fait à Epic de tout de suite sortir un mode Battle Royale quand même assez réactivement. C'est qu'en fait ils avaient déjà préparé plein de technologies. Et ça c'est vraiment, enfin quand on touche au développement de jeux vidéo, on comprend pourquoi ils ont sorti, parce qu'ils ont vraiment été très rapides pour sortir un mode de jeu qui en l'espace de 1 an est parfaitement jouable, il n'y a presque aucun bug, il est plutôt bien foutu quoi, techniquement. Donc ça a aidé aussi. Si ça avait été une autre entreprise qui aurait dû refaire toutes les technologies et tout ça, ça aurait pris peut-être 1 an, voire 2 ans de plus. Là, peut-être la hype aurait retombé, enfin ça aurait été complètement différent, je pense. Est-ce que quand vous êtes créateur de jeux vidéo, est-ce que vous prenez l'aspect, tout ce qui va être psychologique des joueurs, enfin cet aspect social, parce que je sais que j'ai lu un article du coup d'une des responsables de chez Epic Games qui expliquait que l'aspect psychologique qui avait été très utilisé pour les changements, pour la montée de Fortnite. Effectivement, en fait, quand tu conçois un jeu et quand tu vas faire du game design, du coup, quand tu vas vraiment créer des mécaniques de jeu, tu vas tout le temps essayer de penser à qu'est-ce que va ressentir le joueur et qu'est-ce qui va le motiver en fait. Tu as la motivation et tu as l'émotion et tout ça c'est un peu une étude effectivement psychologique. Et du coup c'est quelque chose qui est assez important de relier la psychologie au game design parce que c'est vraiment deux choses qui sont très liées quoi. Il faut être ça comment alors, pour savoir un peu? Alors pour savoir, on fait des tests, on a une 50aine de sujets dans une cave. Non, jamais été invité. Une fois que t'es invité, C'est ça. tu es donné en On peut finir faire un reportage chez eux, attends, ça va être drôle. En fait, c'est aussi, on l'a dit dans la conférence précédemment, c'est que pour nous aussi c'est important en fait quand tu développes surtout un premier projet et que t'as pas le temps forcément et les moyens de trop te casser la tête sur le game design, c'est important de développer un jeu auquel toi tu as beaucoup d'expérience en tant que joueur. Parce que du coup tu sais ce qui marche et tu sais un peu comment tu réagis. Oui. Est-ce que votre jeu, est-ce que vous l'avez créé pour vous faire plaisir à la base? Voilà. Donc en fait vous étiez vos propres cobayes. Ouais, exactement. Ouais, ok, d'accord. C'est ça. Et par contre du coup si tu fais pas ça et que tu veux faire de la recherche et développement dans le game design, donc du coup vraiment rechercher, tu sais pas trop où tu vas tester tout ça, là ça commence à faire par contre un gros temps de développement, un gros budget aussi parce qu'il faut payer des testeurs, parce que c'est vraiment un métier, un testeur de jeux vidéo, c'est un métier qui est ultra chiant d'ailleurs. C'est un métier. Ah ouais, c'est un métier. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, c'est super chiant en fait. C'est le but le truc de ce métier-là, c'est que tu vas vraiment tester le jeu dans tous ses recoins possibles, 50 fois le même truc, pour chercher éventuellement les bugs techniques, mais aussi les problèmes de gameplay. Et du coup, tu te spoil déjà complètement les jeux qui sortent. Faut le dire, c'est dommage. Mais c'est marrant parce que à une époque, moi, à l'époque où j'étais jeune, tout le monde voulait faire un peu soit testeur de jeux vidéo. Pareil. Ouais, c'est ça. On a tous vu. C'est risqué péril. C'est ça. Et je pense que voilà, tu désenchantes vite. Et du coup, je sais plus comment on parlait. Des cobayes. Ouais, c'est ça, des cobayes, de la recherche et développement. Donc nous, avec Protocol, on a la chance on a choisi en fait de faire un jeu qui nous plaît d'abord vraiment à nous quoi. C'est un peu aussi la philosophie. Ça c'est bien justement pour un premier jeu justement, c'est bien, ça motive beaucoup plus à avancer. C'est ce que je conseille vraiment aux gens qui veulent se lancer dans le développement de jeux vidéo, c'est faites d'abord, lancez-vous sur un projet qui vous plaît d'abord à vous, comme ça il y a de la passion derrière, c'est toujours mieux, et puis les milliers, les centaines de milliers d'heures que vous avez passées, il faut quand même un peu de motivation pour encaisser les échecs, pour tenir le cap et tout ça. Donc là, le premier projet pour moi,
quasiment obligatoire que ça, il faut qu'il y ait de la passion derrière, quoi. Et de Parce l'expérience. qu'on n'est pas gagnant sur le retour sur l'investissement. Enfin, sur le tout début d'un projet, à chaque fois, on s'investit beaucoup plus que ce qu'on récolte. Ah oui, derrière. énormément. C'est sûr que oui, derrière, de toute façon, Il y a beaucoup de sacrifices sur un premier projet de jeu vidéo et c'est très difficile de percer dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, de bien percer, on va dire. De pas juste survivre. Je me permettrais d'ajouter un petit conseil en plus à ce que tu dis. Vas-y. C'est le côté, enfin, le premier jeu que vous lancez, le premier, hein, vraiment. Choisissez quelque chose de simple. Ah oui. Et on fait toujours Parce qu'on fait de toute façon toujours trop pour le premier jeu. Hein, Après, il y a aussi le truc de finalement, si vous faites un truc trop compliqué mais qui vous passionne tellement, c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que c'est trop compliqué, vous allez l'abandonner, mais vous aurez été tellement motivé à faire le truc que vous aurez appris énormément de compétences. C'est vrai. Donc pour moi, il faut trouver un peu un juste milieu parce que si tu commences à réduire trop ton projet et finalement à être quelque chose sur qui te motive plus vraiment, mais qui est réaliste. Il y a la juste voie entre la simplicité. T'auras peut-être été un peu trop. Voilà. Faut quand même, il y a quand même une part de YOLO. Hein. Faut quand même y aller. Tout dépend du temps qu'on a. Hein. Oui, c'est ça. On dispose. Exactement. Voilà. Exactement. Et des moyens aussi. Des moyens. Des moyens qu'on dispose. Parler Des questions du coup peut-être, non? Ou d'autres questions? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas parlé encore. Tiens tout droit. On attend. Non, sinon, pour revenir sur le côté psychologique que tu disais, il y a le multijoueur aussi qui est très important, et je pense qu'il fait beaucoup aussi à Fortnite. Il fait de jouer avec ses potes. Nous, pareil, on pense que c'est quelque chose d'indispensable. Les expériences, on les a partagées quand on joue à des FPS. Et on veut absolument refaire ça, c'est-à-dire faire un jeu multijoueur. Bon, c'est plus compliqué, mais ça induit en fait plein de mécaniques aussi de gameplay, mais qui se créent entre les joueurs, la complémentarité et tout plein de choses comme ça, c'est très important. Ça amène ta communauté à grossir plus vite aussi, puisque forcément t'as un pote qui va t'en parler, qui va vouloir jouer avec toi, il faut jouer en coopération ou un truc comme ça. Et donc du coup tu vas jouer avec tes potes, et ça va grandir, et tout ton cercle d'amis au bout d'un moment il va jouer au même jeu. Ouais, tu crées une commu comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Les jeux communautaires, c'est quand même des jeux multijoueurs souvent. Après, tu as aussi des gros jeux solo d'immersion où ça peut être très communautaire. Moi, je pense que tous les Elder Scrolls ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément, enfin, c'est pas obligé d'avoir un jeu multi pour que ça marche. C'est pas aussi simple. Tout à l'heure, on parlait du Battle Royale. J'ai vu la réaction de certains. La chronique du livre, vous pensez que le Battle Royale, c'est le mode de jeu futur? On va virer que par ça ou on va revenir Dans 2 ans, c'est comme les MOBA ou les MMO en fait. C'est-à-dire que ça sera un genre qui sera là et voilà. En fait. Et je suis même pas sûr, enfin après ça reste mon point de vue perso. Je pense qu'on est plus sur une hype, comme dit, d'un Battle Royale. Et qu'on va revenir au classique du FPS d'ici peu. Je dirais, allez, grosso modo, moi qui suis vraiment un gros joueur d'FPS aussi à la base, j'ai vu l'annonce de Call of Duty. C'est déjà trop tard. C'est voilà, un jeu que j'attends depuis tous les Call of, je disais dans tous les sens. Là, ça me donne pas envie. Justement parce qu'on va aborder un mode Battle Royale sur le jeu. Et le déclin, il sera peut-être là en fait. Ouais, et je pense que c'est ça. Ça va être ça. Après, je me trompe peut-être, mais. Je suis d'accord sur le fait que moi, quand j'ai lu l'article et qu'il y a les codes, je me suis dit, ah non, ils vont pas s'y mettre aussi. Parce qu'on en a c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde, tous les gens qui vont lancer un FPS. Ils sacrifient une partie des joueurs qui jouaient au mode solo en fait. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, déjà ça. Après, c'est vraiment une étude de marché, enfin de leur côté, pour se dire, en fait, il y a peut-être beaucoup plus de joueurs. Il y a possiblement plus jeunes et qui ne ressemblent pas du coup à d'autres profils. Parce que là aussi, j'ai parlé de Call of, j'ai parlé de Battlefield. À chaque fois, je l'oublie. On parle quand même de 2 grosses structures qui ont de l'argent, qui peuvent se dire, malheureusement, on peut se permettre une fois de se planter. Et ils l'ont déjà fait, plusieurs fois. Et puis il y a 2 trucs qui sont sur un très grand public, donc vraiment du casual à mid-core, hardcore, et du coup ça brasse très large. Je pense qu'il y a une grande portion de leur public qui va se dire ah chouette quand même, il y a un mode Battle Royale, comme il y a aussi une portion, je sais pas vraiment les pourcentages, qui va se dire ah non mais ils ont mis un mode Battle Royale, ils ont enlevé le solo, c'est de la merde, donc ils vont perdre une partie de leur public mais ils vont peut-être en gagner, je sais pas si... déjà, même par rapport, moi je prends encore une fois l'exemple de Call of, on l'a tous vu, moi j'ai même pas regardé les vidéos parce qu'il y a des vidéos qui circulent. On a enlevé aujourd'hui un mode qui est
hyper important dans le jeu, qui est la campagne solo, pour le faire remplacer par le Battle Royale. C'est bête, aujourd'hui c'est des jeux qui sont basés sur du multijoueur. C'est clair qu'on achète un Call of pour y jouer, mais il y a un moment où on se dit que c'est quand même cool d'avoir une campagne solo, de pouvoir jouer tout seul. C'est bête, ils ont l'expérience, on l'a aussi vécu il y a pas très longtemps par Capcom qui a fait Street Fighter V, qui a lancé un jeu de combat qui était qu'un jeu de combat, c'était du versus online, on a oublié la campagne solo. C'est un mode qui est venu un an après, même plus. C'est bête, aujourd'hui un jeu de combat, quand on a commencé, moi je suis joueur arcade, je mettais ma pièce de 1 franc, 2 francs, 5 francs, ce que tu veux, et tu jouais en solo. T'avais un mode histoire. C'est des basiques que l'on oublie, pour les remplacer par autre chose. Et je pense que clairement, ce qu'on va arriver à faire avec ce Call of, et ça va être je vais pas dire du n'importe quoi, ça a été réfléchi par des mecs qui sont bien au-dessus de nous, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui ils ont aussi le pouvoir de se dire on a fait un jeu, il va se vendre, pas autant qu'on avait prévu, mais c'est pas grave parce que notre prochain jeu il est déjà dans la machine. Alors, dernier point aussi pour parler un peu des grosses productions genre Call of, Battlefield, c'est aussi, il faut se dire que c'est des gros éditeurs qui sont détenus par plusieurs grosses boîtes. Donc là on parle vraiment de gros chiffres avec des actionnaires qui connaissent pas forcément grand chose aux jeux vidéo. C'est quoi, j'ai eu un peu cet aperçu quand tu commences à par exemple aller démarcher des banquiers ou des trucs comme ça pour obtenir un prêt pour une entreprise de jeux vidéo, c'est compliqué parce qu'ils connaissent pas. Donc je pense que du côté des investisseurs ça doit être pareil. Eux ils doivent convaincre leurs actionnaires que ça va marcher, du coup ils prennent les trucs les plus gros et ils vont les ajouter au cahier des charges du jeu. C'est ce qui s'est passé pour les open world. Il y a eu la case open world qui est apparue sur tous les cahiers des charges des gros projets de jeux vidéo. C'est ce qui va se passer pour le Battle Royale, on voit bien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, artistique ou ludique. C'est juste, on veut convaincre que notre jeu va se vendre facilement. Donc on dit, regardez, il y a Fortnite qui marche super bien, on va rajouter un mode Battle Royale. Il faut aussi prendre cette dimension-là. C'est qu'ils ne sont pas forcément dans une recherche ludique et ils n'ont pas forcément cette marge de manœuvre en fait. Et ce qui permet aussi de revenir au jeu vidéo indépendant qui lui a complètement cette marge de manœuvre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovations et de choses beaucoup plus ludiques ou artistiques qui sont dans le jeu vidéo indépendant. Comme dans le cinéma aussi, on peut discuter. Hein. C'est des domaines qui marchent un peu de la même manière, quoi. Plus on a un truc qui est blockbuster, moins on a de marge de manœuvre parce que plus il doit être rentable vraiment, quoi, et dégager beaucoup de fric. Voilà, malheureusement. Les très grands, là, les leaders, ils sont américains, ils sont chinois. Il y a un chinois, il y a un français. Il y a beaucoup d'américains, beaucoup de chinois. Beaucoup d'américains. Le plus grand pour moi c'est Tencent aujourd'hui. Oui, c'est les plus gros, ils sont chinois. C'est chinois. Mais après ils ont des pourcentages, ils n'ont pas forcément beaucoup de pourcentages dans des grosses boîtes. Mais par contre, ils ont des pourcentages dans énormément de jeux. Oui. Après, on a Ubisoft. Très influent. Après, on a quand même un des plus gros qui est Ubisoft et qui est quand même breton à la base. À 30%. Oui. Et ils sont remontés à 30% grâce à un autre français, il s'appelle Vivendi. Oui. Il s'appelle Bolloré. Petit groupe. Petit groupe. Donc, c'est redevenu un peu plus français. Mais en France, enfin, ils sont plus en France. Ils ont 2 studios encore en France. Le 3, oui. Ils sont pas détenus par des Français. Le président est encore français. Ils ont c'est vraiment Ubisoft, c'est je crois le plus gros studio de jeux vidéo en France en termes de volume, on va dire, de production. Parce qu'ils ont même à travers le monde, une vingtaine de studios à travers le monde, ce qui est énorme. Et je crois qu'ils ont 2 studios français encore. Non, ils ont un studio français et un studio à Montréal. Ils ont 2 studios francophones. C'est suivant. Tout à l'heure, vous parliez de code et le fait qu'ils mettent le mode Battle Royale à la place de la campagne solo. T'expliquais que en fait, du coup, il y a ceux qui sont comme toi, qui ont toute la suite et tout, qui vont laisser un peu le jeu de côté, qui vont l'abandonner. Et du coup, il y a d'autres jeunes, peut-être, qui sont dans la l'euphorie Fortnite, qui vont aller vers le jeu-là. Est-ce que ça serait pas justement ce que veut le code et renouveler ces joueurs qui les suivent? Est-ce qu'ils seraient pas dans une politique comme ça? Ils ont réussi avec moi. Hein. J'ai arrêté code à Advanced Warfare parce que je comprenais pas. On parle d'un jeu de guerre pour ensuite arriver dans le futur, courir sur les murs, machin. Là, je n'ai plus retrouvé la sensation que j'avais des Call of Duty que j'ai connus depuis très longtemps. Alors j'ai arrêté.
Mais là, par contre, ils ont relancé en disant ah bah tiens, c'est marrant parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs. Et ben c'est pas grave, on a perdu 2 jeux, donc quand même 2 grosses licences. Tant pis, on a perdu de l'argent. Et ben on va revenir sur le basique. Ben là, j'ai racheté le dernier. Est-ce que ça va être la même chose? C'est possible, hein, mais comme dit, le problème c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas. On n'a pas encore assez de retours sur le prochain qui va arriver, parce que là ça a été balancé quoi, il y a 2 semaines, ouais, même 10 jours grand max, on ne sait pas, il y a très peu de vidéos, il n'y a pas de fuite, il n'y a encore rien. On va attendre les prochains salons pour pouvoir voir ce que ça va vraiment donner. Mais oui, il y a peut-être possibilité de laisser un petit peu de temps en temps la communauté fan de Call of et de récupérer d'autres joueurs qui aiment Fortnite pour les ramener sur Call of. Et puis au bout d'un moment, après c'est du business. Si ça se trouve, et ben, ces gens qui vont commencer à jouer à COD maintenant, parce qu'ils ont trouvé un mode Battle Royale, ils vont se dire bah, le prochain jeu on va l'acheter. Et puis moi le prochain jeu, bah, vu qu'ils vont revenir sur le basique, et ben, je vais l'acheter. Et ensuite ils vont effectivement réussir à faire grandir un peu cette communauté. Mais c'est que du business, c'est du marketing, c'est que ça. C'est de l'étude de marché. Complètement, c'est que ça. Donc oui, je pense qu'après, et comme dit, ils peuvent se permettre malheureusement, enfin, ils peuvent se permettre entre guillemets. Oui et non, parce qu'ils ont des budgets qui sont colossaux. Oui, clairement. Les Call of, le dernier Call of, je crois que c'est plus de 300 millions. Oui, c'est ça, oui. De budget. Ouais. C'est un truc énorme. Enfin, c'est un des plus gros budgets dans l'histoire du jeu vidéo. Et pour rentabiliser ça, il faut faire énormément de ventes. Et donc, du coup, si tu te ramasses, bah, la perte elle est aussi énorme. Ah oui, clairement. Alors que quand tu fais un petit jeu et que ton truc il est à 1 million. Bah, si tu fais moins de ventes que prévu, bah, la marge est moins la marge d'erreur est moins grande, quoi. Ouais, après ils arrivent toujours à je vais pas dire à retourner sur leurs pattes, mais tu as tout le marketing qui est autour qui te permet aussi après, de. Je les peins pas, je dis pas que voilà. il n'y a pas forcément que les ventes. Il n'y a pas forcément que les ventes, les ventes même. Il y a tout ce qui englobe en fait le jeu lui-même. Je dis juste que les gars, en fait, c'est pour ça qu'ils sont sur le grand public, c'est que leur jeu coûte tellement cher à produire et surtout à vendre. En fait, ils ont une grande portion qui est juste marketing. Ils doivent avoir 100 millions dans le marketing, c'est énorme. Plus, hein, ouais, je crois. En fait, c'est ce qu'on essaie de vendre en fait. C'est-à-dire que le jeu, il peut être nul, mais par contre, on va te mettre tellement de choses autour de ce jeu en disant c'est vachement bien, t'as des gens qui vont en parler, t'auras même plein d'acteurs qui vont faire de la pub de ce jeu-là, et tu vas dire waouh, si lui il te dit que c'est bien, bah, il faut l'acheter. En fait, le jeu va être nul, mais ça coûte encore plus cher que de développer un jeu. Il se casse la gueule, on ressort des packs de maps des anciens. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est exactement ça. Voilà, t'as soulevé un vrai problème. Encore une fois, on va continuer à parler de Call of. Comment faire pour refaire revenir des anciens joueurs? Eh ben, on va te dire, écoute, il y a un prochain DLC qui va arriver, qui va coûter 19,90. Ça va être ton jeu qui est sorti il y a 5 ans. Et ben, on va l'intégrer dans le nouveau. Bah voilà. Mais là, ils ont tout compris. Et ça marche. Et ça marche. Tu parles des éditions remastered. Entre autres, alors ça, je vais même pas lancer le débat là-dessus parce que c'est un truc qui me. Le fait de justement prendre un ancien jeu et tu vas juste améliorer un tout petit peu par exemple des graphismes, rajouter un petit truc, un tout petit truc, hein, et tu vas le ressortir en mode version remasterisée, version HD. Version HD. Voilà, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est juste de l'adaptation au niveau de taille écran, hein, parfois. Hein, la poule aux œufs d'or, tu la réutilises 20, 30 fois. Ça dépend, il y en a certains. Non, je crache pas sur tous, mais c'est vrai, il y a certains bons remasters, ils sont peu nombreux, quoi. Mais le pire, c'est que ça marche. Ce que j'allais dire, c'est vrai, effectivement, c'est toujours pareil, il y a des boîtes qui font des remasterisations intéressantes, genre le Halo qui a été remasterisé, qui est génial, ou le Monkey Island remasterisé. Mais il y en a qui font de la ressource remasterisée en mode en fait c'est le même jeu et on retire l'ancienne version sur Steam, on met tous les modes, on va racheter plein de pots et en fait on a quasiment rien changé. On n'a rien changé. 2-3 trucs. Les herbes. Oui. Ah oui. Bah, la version HD. Version HD. Ouais, mais c'est ça. En France, on sait faire du jeu vidéo, on a Ubisoft. Oui, non, ça non. Justement, ils font pas du jeu vidéo en France. C'est fini. C'est fini. Ubisoft, c'est plus français. C'est international. C'est Ils sont plus à Montréal qu'en France, en fait. Oui. Ils vont être plus chinois que français d'ailleurs. Ils sont là où il y a le pôle. Largement, Ubisoft. Ouais, c'est ça. Aussi arrêter un peu avec ça. Ubisoft, c'est plus français. En Kama. Ouais, c'est en Kama. Eux, ils Ça, sont par contre, liés. on peut dire que c'est français. Mais souvent, tu sais, on va vraiment te sortir Ubisoft comme étant un peu la pierre angulaire. Et je trouve que,
En France, on sait faire du jeu vidéo, mais enfin dans plein d'autres pays, on sait faire du jeu vidéo. En République Tchèque, il commence à y avoir pour la taille du pays, il commence à y avoir une synergie au niveau du jeu vidéo qui est beaucoup plus grande dans les pays de l'Est, Russie, République Tchèque, qui est beaucoup plus grande qu'en France. En France, on est un peu justement en train de se reposer sur nos gloires d'antan, qui sont Infogrames, qui sont Ubisoft. Enfin vraiment, je trouve au niveau du discours, tu vois, un peu justement, donc on va te sortir des acteurs du milieu, du syndicat national du jeu vidéo, du CEL, qui est l'espèce de syndicat d'éditeurs et tout ça. C'est un peu le discours qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire, regarde, tout va bien en France, il faut pas changer parce qu'on est encore leader. Je trouve. Hein. Après, je me dis aussi que ça dépend aussi du pays dans lequel tu te situes. Parce que, en France, c'est pas bien ce que je vais dire, mais on commence à accepter le jeu vidéo. Oui, c'est vrai. On parle de la Chine. La Chine, ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts à ces choses-là. Voilà, les États-Unis, c'est pareil. Le Japon, j'en parle même pas parce que ça fait partie de leur culture. En France, aujourd'hui, c'est compliqué. Comment ça se fait que des boîtes, on va encore donner Ubisoft, alors oui, effectivement, ils s'agrandissent, mais ils sont mieux autre part que dans leur pays d'origine. Bah, pour eux, c'est facile, hein. Il y a simplement des choses fiscalement qui leur permettent de... Ah oui, entre autres, oui, ça aussi, oui, mais c'est ça. Et il y a aussi... le Canada qui avait ouvert complètement, enfin qui avait dit allez-y. À Montréal, oui, il y avait plein d'aides. Vidéo, prenez-moi. Ouais, c'est ça. Qui s'était complètement ouvert aux jeux vidéo. Ça a fait une grosse synergie au niveau du Canada. Je pense que si ça se trouve, République Tchèque, maintenant il y a des avantages parce que, eux, c'est vraiment plus des boîtes qui émergent, des petites boîtes qui font des jeux de ouf. Faut vous délocaliser, les gars. Faut vous délocaliser. Oui, ils vont peut-être délocaliser plus tard, mais je veux dire, il y a quand même, au moins, il y a de la création sur le sol. C'est ça qui est important. Oui, je trouve oui. En France, en fait, on a un pays qui est quand même une des plus grandes puissances mondiales économiques. Le marché du jeu vidéo, c'est un des plus gros marchés du jeu vidéo, un des plus gros marchés du divertissement, pardon. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de création sur le sol français. Et pourtant, le discours du CEL et tout ça, ça va être de dire justement tout va bien. Ouais, mais alors, regarde. En France, on sait faire du jeu vidéo. Tu l'as dit toi-même avant. Tu vas avoir une banque aujourd'hui pour financer ton projet. On te dit vous faites du jeu vidéo. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. C'est parce qu'il y a aussi trop peu d'efforts de la part du gouvernement pour encourager les petites boîtes, les trucs comme ça. Pourtant, ça avance. Quand on voit le CNC commence. Oui, le CNC, c'est fait encore pour les gros éditeurs. Ouais, c'est ça. C'est pour les gros budgets. C'est pour les gros budgets. Mais c'est pas pour les petites créations. Il y a pas mal de choses. En France, on a un statut spécial justement avec le CNC, sur lequel, grosso modo, la production, dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, repose beaucoup sur la subvention. Ouais. Dans des proportions quand même folles, dans hauteur de 50%. Ouais. Et Ubisoft reçoit encore. Voilà, c'est ça. Les gros studios, quand ils viennent aussi pour la sortie de leur dernier jeu D3, du coup, ils en ont reçu. Tout le monde peut demander que tu sois un studio avec 300 personnes ou un studio avec 3 personnes. Donc, du coup, et le problème, c'est que ce fonctionnement-là, tout comme dans le cinéma, ça n'a pas favorisé l'émergence d'investisseurs, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, grosso modo, c'est un peu... et là, je me mets à la place d'un banquier, ça fait bizarre, mais ça ne sera pas longtemps. Et du coup, mais le jeu vidéo, si jamais de ce dans quoi tu investis, ça se casse la gueule, tu n'en tires rien. L'investissement, c'est de l'immatériel. Ton jeu il s'est pas vendu, c'est fini. T'as pas des rotatives ou un immeuble ou un truc comme ça sur lequel tu peux dire bon écoutez, voilà, vous nous voulez de l'argent, voilà, on prend ça quoi. Donc du coup, le problème c'est que t'as un organisme qui finance avec de l'argent public les jeux. T'as pas d'investisseurs, si on peut dire privés comme ça, qui remettent dans le pot, voilà, pour faire alimenter une boucle comme ça. Mais il n'y a jamais eu de fonds de jeux vidéo. Il n'y a jamais eu de fonds d'investissement en France. Non, mais parce que, pour moi, c'est parce que les acteurs qui font un peu la politique française du jeu vidéo, qui sont quand même les grands éditeurs, les grosses boîtes françaises, n'en ont pas besoin. Parce que pour eux, les subventions suffisent, les apports suffisent, le fait d'avoir plein d'implantations internationales et finalement plein d'investisseurs étrangers, ça suffit. Et ce qu'il faudrait faire en France, et qui est vraiment, c'est pour moi un des plus gros problèmes si on veut qu'il y ait plus de production française, c'est avoir vraiment un dialogue, comme tu dis, avec les investisseurs, en fait, quelque part former un peu les investisseurs à dire regardez, le jeu vidéo c'est comme ça, ça peut être rentable, il faut donner de l'argent dans le jeu vidéo. Et aussi orienter les subventions vers les petits plutôt que continuer à les rediriger vers les grands. Parce que là, tu as une boucle qui se fait au niveau des grands studios. Parce que les grosses subventions, finalement, le CNC, tu peux que le toucher
enfin, quand t'as beaucoup de contacts au niveau du CNC, quand t'as un gros budget, le crédit d'impôt c'est pareil, c'est à partir de 100 000 € de budget, c'est quand même assez gros. Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui sont faits pour les grosses structures. Et il faudrait changer ça. Et notamment peut-être par la mise en place de ce qu'on appelle en fait des accompagnateurs, des incubateurs ou des trucs comme ça qui sont tournés vers le jeu vidéo. 100%. Ouais. Et qui peuvent avoir en fait un dialogue business avec les banques ou avec les investisseurs ou avec les subventions publiques. Mais qui puissent faire avancer les choses. Mais se pose justement souvent le problème dans le domaine de l'incubation notamment. Moi j'ai beaucoup connu dans le domaine numérique, uniquement du côté de l'incubation. Et la personne, si tu veux que ce soit un interlocuteur, toi t'es une jeune bourse, du coup tu crées ta boîte. Si tu veux que l'interlocuteur en face soit, que tu le respectes, voilà, il faut qu'il l'ait déjà fait, voilà, il faut qu'il fasse le truc et après qu'il soit dans l'incubateur, quoi. Il faut que ce soit une personne qui l'ait déjà fait en fait et qui se mette justement au service de la communauté. Ouais, c'est ça. C'est des profils pas faciles à trouver justement. C'est des gens souvent qui gèrent leur boîte après, voilà. En fait, il faut qu'il y ait pas mal de production avant, donc pas mal de studios finalement qui se forment et qui arrivent à survivre pour qu'il y ait des anciens du jeu vidéo français qui vont se mettre au service de la communauté et former ce genre de trucs. Et, enfin, avec Florent, c'est un peu un de nos rêves, c'est un peu de faire une sorte de structure comme ça qui pourrait accompagner, qui pourrait notamment aussi encourager les gens à se lancer dans le jeu vidéo, à se former en autodidacte et à accompagner au niveau de tout ce qui est pas création, pas la production, pas la création, pas le développement, je te rejoins tout ce qui est business développement, c'est un gros point faible du jeu vidéo en France, mais des deux côtés, c'est-à-dire du côté des investisseurs qui connaissent pas et du coup qui veulent pas donner, et du côté des développeurs qui savent pas et qui rejettent un peu cette partie et qui peuvent pas être accompagnés parce qu'il n'y a pas de structure vraiment qui est spécialisée jeux vidéo. Et ou alors parfois, après il y a encore les écoles du jeu vidéo, donc ça c'est un autre. Qui forment quand même à la production en global. Il y a énormément d'écoles de jeux vidéo en France maintenant, on peut en parler parce que moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Découvre. Mais j'ai pas envie de monopoliser aussi, donc peut-être partir sur un autre sujet. Arrêté dans une école de jeux vidéo? Moi j'étais en Angleterre. Salaud. C'était il y a longtemps. C'est une scolarité qui dure longtemps, ça. C'est quoi? Moi c'était assez longtemps du coup. Grosso modo j'avais fait des études en informatique développement et après j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un Erasmus en Angleterre et je me suis spécialisé dans le domaine du design. Donc computer game design, c'est ce que du coup on expliquait avant, c'est le fait vraiment de faire de la conception de jeux vidéo. Et ce qui a été bien du coup là-bas, c'est qu'on a eu des projets vraiment qui nous ont appris un peu tous les postes autour en fait du game design, c'est-à-dire tous les domaines de la production, le son, un peu de développement nouveau, bon ça j'apprenais pas du coup, tout ce qui concerne aussi la vidéo, des petites choses comme ça, vraiment une formation un peu globale, puisqu'au final je me suis bien rendu compte que moi dans ma tête, un game designer c'était quelqu'un qui crée juste des concepts de jeu et qui après, super, voilà, il transmet à l'équipe, déjà un talent de le transmettre, si on peut dire, ça va transmettre un peu sa vision. Mais après, si on ne sait pas la charge de travail qu'on donne à telle ou telle autre personne en face, on se retrouve à faire des plans sur la comète. Donc cette formation a vraiment permis un peu d'apprendre des choses en global, quoi, si on peut dire, dans différents domaines autour de la profession principale justement de game designer. C'était vraiment et donc en France, ça panorama. existe aussi ce genre de... Alors en France, effectivement, en ce moment, depuis quelques années, il y a beaucoup d'écoles du jeu vidéo qui sont développées de justement formation au game design, très souvent au game design, parfois à la 3D, des trucs comme ça, des trucs un peu catchy. Il y a pas souvent, par exemple, on va pas avoir de formation aux effets visuels, aux shaders techniques, ou aux trucs vraiment très deep, on va dire, dans la machine. Ouais, non, ça va plutôt être des études supérieures d'ingénierie ou des trucs comme ça. Moi, ce que je reproche un peu à ces écoles qui sont apparues, c'est de surfer sur la passion des jeunes, que les jeunes portent pour la création de jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens jeunes qui veulent faire du jeu vidéo leur métier, qui se disent, alors au début peut-être ils veulent être testeurs, après ils vont se rendre compte que finalement c'est un peu chiant, du coup ils vont peut-être être journalistes, peut-être être développeurs, mais il y a des gens qui veulent développer des jeux vidéo, et du coup ils vont passer par des écoles qui veulent être game designers, et des écoles qui sont assez chères, et qui sont pas forcément, qui donnent pas forcément tous les outils pour se faire une place sur la profession, quoi. Parce que en fait, s'ils vont te donner une formation qui est très généraliste, après ça, vraiment je parle des cas que je connais et moi j'ai pas vécu de formation comme ça, pas comme Gilles par exemple. Donc moi
je parle d'autres expériences, de gens que je connais qui ont fait ce genre d'école et qui m'ont dit que ça servait à rien. Et nous, quand on embauche des gens, on voit, enfin directement, quand ils nous disent on a fait telle école, pour nous c'est attends, tu fais un test, on regarde tes compétences directement et ta manière de travailler, aussi ta motivation. Et on sait que de toute façon, pendant 5 à 6 mois, on va devoir te réapprendre presque tout pour que tu t'adaptes à notre projet. Parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas de formation généraliste. Tu ne peux pas te former à toutes les créations de jeux vidéo. Chaque studio a ses technologies, par exemple. Et quand tu vas sur une technologie ou sur une autre, c'est complètement différent. Et donc du coup, souvent, on va te former à plusieurs technologies en même temps. Mais du coup, tu perds du temps. Parce que tu n'en auras pas forcément besoin. Mais on va te former en fait à être un peu une sorte de porte-clé du jeu vidéo, à venir vers les studios, à se dire oui je peux faire ça, et les studios vont te dire mais non mais mec t'as pas les compétences, c'est pas rentable pour moi de t'embaucher, du coup je vais te proposer un stage. Des écoles privées très chères. C'est des écoles privées assez chères, et pour moi quand quand ils ont tout un marketing et que par exemple la première année ça va être super et tout ça va être assez dynamique, au bout de la deuxième, troisième année, ils te laissent un peu tomber au niveau de la formation. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des retours d'expérience. On peut en attester parce qu'on c'est exactement ça en fait. Alors, c'était pas 15 000, mais. Ils proposent des stages quand même à leurs étudiants là. Pas forcément. En fait, c'est les étudiants qui vont devoir se débrouiller pour faire des stages. Oui, c'est ça. Et qui vont devoir se débrouiller. Mais en fait, il y a tellement d'écoles du jeu vidéo maintenant en France, c'est tellement peu studio que tu te demandes comment. Je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent à trouver des stages, au bout d'un moment ils abandonnent et ils se reconvertissent. Enfin, c'est plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple que de trouver un emploi dans le jeu vidéo. Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez de studios qui se créent, donc il n'y a pas assez de création d'emplois. Mais à côté, il y a beaucoup trop d'écoles qui se disent on va surfer un peu sur la passion des jeunes pour faire du jeu vidéo, pour vendre une formation. Qui en plus n'est pas de top qualité, qui est chère et qui n'est pas de top qualité. Après, il y a une école comme qui est publique en France. Oui, on peut avoir une bourse justement pour l'intégrer. Après, c'est l'Engmin. Donc qui est Engmin, donc c'est alors je sais plus ce que ça veut dire exactement. Qui est très sélect. Oui, par contre c'est sur dossier. C'est des promotions d'une trentaine, une quarantaine de personnes. Ouais. Donc c'est sur dossier. Il y a un concours. Donc par contre, quand on rentre dedans, on a une formation qui est vraiment adaptée au milieu du jeu vidéo. On a plusieurs points, on a des projets à faire au cours des années. Tu as une formation qui est assez intense et en plus l'Engmin, je te complète vite fait, mais je trouve que ce qui est important c'est qu'ils sont intégrés au milieu vidéoludique depuis très longtemps. Du coup, ils ont des partenariats avec les studios qui existent et ils peuvent proposer des stages justement. Justement, à la fin de la deuxième année, donc ça se fait en 2 ans, ça se fait après une licence. On est obligé d'avoir une licence et ils donnent un vrai diplôme qui est reconnu en France et qui est aussi reconnu par les entreprises parce que c'est une école qui est reconnue à l'international. Et à la fin de la deuxième année, donc on a un projet à présenter qu'on a fait sur toute l'année et le jury en fait c'est des professionnels qui vont nous juger, qui vont nous donner des conseils sur les gens, sur ça c'est bien, ça c'est moyen, etc. Et c'est une formation gratuite puisque c'est une formation publique. Alors elle est payante, mais on peut avoir la bourse en fait. Voilà. C'est ça, enfin ce que je veux dire c'est que c'est pris en charge, c'est vrai que c'est pas gratuit mais c'est pris en charge par l'État par rapport à une formation privée. C'est ça, où tu vas débourser 15 000 boules, quoi qu'il arrive. C'est très cher. 10 000 à 15 000. Donc après en plus de base, de toute façon la formation est moins chère. Et après derrière justement ils ont un stage obligatoire. Et généralement, ils bossent dans la foulée en fait. C'est la voie royale en fait. Si on veut travailler dans le jeu vidéo en faisant si on arrive à y rentrer, derrière normalement on taffe dedans. Mais par contre, il faut y entrer. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Plus de formation publique justement sérieuse, qui soit contrôlée par l'État, où il y a vraiment un cahier des charges au niveau de la formation et un contrôle qualité en quelque sorte. À Montréal, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait, en partenariat avec justement des entreprises dont Ubisoft, parce que justement, ils ont grossi là-bas, sauf qu'ils n'ont plus assez de développeurs. Et du coup, ils travaillent avec les facultés pour faire des programmes qui sont adaptés en fait au monde du jeu vidéo parce que, en fait, ils ont plus personne. Ils essayent de démarcher des gens dans le monde, mais sauf que, au bout d'un moment, faire déménager toutes des familles, ça ne marche plus. Donc, ils ont des programmes adaptés maintenant dans les universités là-bas. Gros problème la formation aussi. Non, du tout. Pour les métiers, c'est vrai qu'il faut d'abord trouver une formation. Le truc qui est vraiment super important selon moi, c'est si jamais quelqu'un veut un jour faire du jeu vidéo, faut pas hésiter, faut s'approprier les outils qui sont sur internet, les tutos YouTube, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la voie royale alternative quoi. Pour moi c'est beaucoup plus important, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire d'études dans le jeu vidéo parce que j'aurais pu le faire, j'avais les moyens de le faire, mais pour moi c'était beaucoup plus rentable de directement apprendre les outils dont j'avais besoin pour faire un jeu,
pour expérimenter, pour faire des prototypes et savoir vraiment développer un jeu vidéo et en autodidacte. En vrai, on ne cesse jamais d'apprendre. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui encore, je regarde des tutos, j'apprends constamment. Ça n'arrêtera jamais. Parce que la technologie évolue aussi. Comment tu peux faire des formations moteurs, fixes, avec des programmes fixes, sur des outils qui évoluent perpétuellement. La plupart des formations proposent des études, d'apprendre à utiliser 3ds Max par exemple pour la 3D, qui est un logiciel archaïque. Il y a plein de fonctionnalités, mais franchement, ça arrête pas de bugger ce truc. C'est utilisé par tout le monde professionnel du jeu vidéo, mais en attendant, il y a des technologies qui sont beaucoup plus performantes, qui sont sorties, tout ça. Mais c'est parce que la sphère, on va dire, de formation, se concentre sur un truc fixe et va pas être sur la mise à jour, quoi. Ils vont pas étudier les outils, ils vont pas se mettre à jour sur leur technique de formation. Ça c'est compliqué parce que ça dépend en fait des boîtes qui sont déjà spécialisées avec 3ds Max, bossent avec 3ds Max. Mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Alors qu'il y a des nouvelles technologies qui sont plus intéressantes, qui permettraient de mettre de la nouveauté en fait dans la 3D pour le coup. Et là il y a le cercle vicieux qui bloque tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vu qu'il y a de la formation qui apprend 3ds Max, les entreprises et c'est grâce à l'indé que certaines technologies arrivent comme Blender par exemple. Ouais, Blender, je pense que c'est vraiment la sphère indé qui a fait que ça monte. Ouais, c'est ça. Et la sphère indé a pu justement se lancer grâce aux moteurs de jeu qui devenaient accessibles, des choses comme ça. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est vraiment une relation Moi justement, quand j'avais encore appris, quand j'avais fait ma formation justement au milieu des années 2000 du coup, j'avais encore appris à faire des jeux sur PlayStation 2 quoi. Super, hein. Enfin je débarque 2007, j'arrive sur le marché, il y a la PS3 qui sort, il y a l'Xbox 360 à l'époque qui était déjà là. C'était les générations de consoles suivantes justement à la PlayStation 2 et ça servait plus à grand chose quoi, d'apprendre ça quoi. Aujourd'hui il faut peut-être justement profiter du fait qu'il y a des nouvelles technologies qui sont accessibles pour se les approprier à côté, parce que c'est vrai qu'avant tu pouvais pas trop, parce que si t'étais pas étudiant dans un truc, tu pouvais pas trop toucher au moteur de jeu quoi. C'est ça. Tu pouvais que faire une technologie maison, donc là faut de la motivation, hein, faut pouvoir en témoigner, ou alors fallait craquer le logiciel ou des trucs comme ça, mais c'était pas aussi simple que maintenant. Maintenant il faut en profiter, vous avez la possibilité d'aller télécharger des moteurs de jeu, de voir comment c'est fait, de pouvoir créer directement juste un tout petit jeu quoi. Faites-le. Parce que c'est la meilleure école. Avant, il y avait beaucoup les modes qui permettaient d'apprendre. Du coup, là, on a directement le moteur, donc pourquoi pas se lancer direct. Quoi. Et puis après, il y a les modes sur les moteurs actuels qui sont accessibles, donc c'est encore plus facile de faire des modes. L'idée, c'est de commencer toujours simple. Toujours, ce qu'on avait dit avant, c'est et un éditeur de jeu, c'est super. Hein. Moi, je sais que j'ai commencé par faire des maps sur Doom 2, donc c'est le truc. Voilà, on commence comme ça. Pas hésiter à créer des maps, trucs comme ça. Expérimenter. C'est vraiment parce qu'on a dit la même chose. C'est exactement ça. Idée fixe. Ok. Ouais. Il y en a eu des choses. Ouais, là, on a beaucoup parlé. Je comprends que pendant 2 heures, on peut discuter leur vidéo. C'est toute la nuit. Mais oui. Et encore, hein. Là c'était sans débat clash. Hein. C'était pas préparé. C'était pas préparé, exactement. Les écueils. Non, mais je pense que vraiment, on a appris beaucoup de choses. Tant mieux, c'est le but. Parce que je suis pas dans le milieu du tout. Ça m'intéresse parce que aussi par rapport à mes élèves et tout. Donc c'est comme ça qu'on voit. Je sais qu'ils jouent. C'est l'échange qui fait qu'aujourd'hui on apprend pas mal de choses. Vraiment, déjà de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Voilà. Et puis vous aussi. Oui, une petite question. Moi j'aurais une question, je ne sais pas si ça a été posé, mais est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de se lancer dans le domaine ou pas? Pas forcément dans le vide tout de suite. C'est ça. Non, ouais, c'est ça. Mais par passion en fait. Essayez. Et on verra de toute façon. C'est exactement ça. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, j'entends souvent ce discours-là, c'est pas parce qu'on est passionné de jeux vidéo qu'on est forcément fait pour être créateur de jeux vidéo, bosser dans la création. Clairement. C'est un autre domaine, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup plus une couche technique, une volonté de vouloir s'intéresser, passer du temps sur le développement. La passion c'est une chose, mais elle a aussi ses limites. Franchement, si vous êtes passionné de jouer aux jeux vidéo, restez. Voilà, c'est ça. C'est limite d'être créateur de jeux vidéo, ça diminuera votre temps de jouer aux jeux vidéo. C'est clair.
Oui, c'est ça, c'est la passion de la création finalement, et après il y a C'est la ça. passion du jeu, Ouais. c'est autre chose quoi. Mm. Mais il y a toujours des métiers qui peuvent tourner autour de ça, chroniqueur, journaliste, streamer, maintenant. Ouais, mais c'est ça, ouais. E-sport, ça va Il y a complètement des nouveaux métiers se qui vont développer. apparaître aussi, je pense. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent justement. Donc je pense qu'il y aura, maintenant il commence à y avoir moyen de vraiment, même si tu es juste passionné de jeu, à peut-être en vivre. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Faut être motivé. Il y a de l'avenir dans le jeu vidéo. Oui. Dire ça. Ah bah ça depuis le temps qu'on le dit aux gens. Il y en a toujours eu. Non mais c'est vrai, depuis le temps qu'on en parle, ouais. moi ça fait des années que je dis aux gens, il y a un avenir dans le jeu vidéo. Ça y est, maintenant on est dans le boom, on est dans la boucle, c'est maintenant que ça va évoluer, vraiment de manière exponentielle. C'est clair. Et on est tous là pour en témoigner. En tout cas, merci tous d'avoir été là. Merci. Débat, et merci. Merci à toi. D'avoir été à la RES aussi aujourd'hui, d'être présent. Et puis, on vous dit à la prochaine, parce que je pense qu'on va certainement continuer au niveau de la RES, poser quelque chose l'an prochain. On verra, il faut qu'on en discute en interne. Un petit peu sous quelle forme, et puis voilà. On a des questionnaires dans la salle, si ça vous intéresse de répondre, de donner des suggestions. Un étant la meilleure note. Juste avant de partir, petit sondage pour voilà. Ça nous aidera aussi après. Bien pour, sûr. Voir comment on fera pour la suite, quoi. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite encore une bonne. Bah merci à tous. Merci à vous. Merci. Fin de journée, bonne soirée. Merci. Bonne fin de journée, merci. On se retrouve la semaine prochaine. La prochaine, on te retrouve.